Voilà, ça y est, là, je vais rentrer dans la zone rouge, qu'est-ce qui va se passer? Être là, avec ses propres yeux, D'être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. c'est un moment de grande émotion. Les Houthis encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Cette photo a été prise en 2014 en Guinée forestière, en Guinée-Conakry. Ebola avait été identifié juste un mois avant. Donc c'est un des tout premiers reportages. Là, on est le 19 avril et j'étais arrivé juste 2 jours avant. On entendait parler d'une maladie qu'on ne connaissait pas. Il y a des gens qui connaissaient Ebola, notamment en RDC, au Congo. Ça restait assez isolé. Moi, j'avais jamais entendu parler d'Ebola avant ce fameux 21 mars. Je suis contacté par MSF vers le 7 avril. Et le 17 avril, j'atterris en Guinée-Conakry. C'était ma première mission avec MSF. Quand ils m'ont proposé de couvrir ce sujet-là, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Sans vraiment réfléchir aux conditions de travail sur place. On m'a un petit peu expliqué que sur place, il y avait beaucoup de tensions, que c'était très difficile, que l'équipe était vraiment tout le temps en urgence et était très fatiguée. Et que franchement, en tant que photographe, j'étais un peu le dernier de leurs soucis. Et effectivement, quand je suis arrivé sur place, la chargée de mission m'a dit « Ok, Sylvain, bienvenue, mais on n'a pas que ça à faire. Nous, on doit faire notre boulot. En gros, débrouille-toi. » C'est ce que j'ai fait. Je me suis fait tout petit. J'essaie de suivre les équipes sur place, dans leur quotidien. Et finalement, ça s'est très bien passé. Il a seulement fallu être discret et ne pas être un poids supplémentaire pour le personnel sur place. Au bout de 2 jours, ils m'ont expliqué quelles étaient les conditions pour pouvoir faire des images à l'intérieur du centre et si j'étais prêt à les accepter. On a essayé de voir ensemble comment ne pas sortir avec du matériel contaminé, notamment l'appareil photo. On a trouvé une solution avec le cellophane et je suivais vraiment au détail près tout le protocole de sécurité. Non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'accompagnaient. C'était pour moi impossible d'être là pour une semaine et saboter tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Sur cette photo-là, on est dans le centre de traitement, on est dans la zone rouge. Il est aux alentours de 17h. On a été chercher Finda Marie à midi. Elle était chez elle dans sa concession. Elle était vraiment fatiguée, beaucoup de fièvre. Elle vomissait. Elle a eu beaucoup de mal à atteindre la voiture qui devait la transporter. Sur la gauche, on voit une infirmière qui a une main sur l'épaule de Finda Marie. À ce moment-là, on sait qu'elle est positive à Ebola. Malgré tout, il y a ce geste, et ça m'a touché de voir la vocation du métier d'infirmier. Elle pose sa main, elle essaie de la rassurer. C'est un geste que je trouve très humain et qui est très important quand on voit à peine le visage, on devine à peine les yeux. D'ailleurs, le personnel soignant et sanitaire écrivaient au stylo leur nom sur leur masque pour qu'on puisse au moins les reconnaître. Ensuite, sur la droite, il y a un autre infirmier qui tient un gobelet avec de l'eau. Un des symptômes, c'est aussi la déshydratation. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Et on voit qu'elle essaye vraiment de lutter. Elle pense à ses 3 enfants. Elle a 33 ans. Elle est dans la fleur de l'âge. Et tous les espoirs sont permis. Le lendemain matin, je décide d'aller avec l'équipe de nettoyage d'MSF parce qu'à partir du moment où elle est positive Ebola, on doit aller chez elle pour désinfecter. Il y a toute une équipe qui débarque dans la concession, qui va dans la maison de Finda Marie, qui enlève les matelas, qui les brûle, qui nettoie les vêtements au chlore. C'est très impressionnant. Après avoir fait quelques photos, je parlais avec les membres de la famille, donc je sympathisais un petit peu. Et il s'est créé un petit lien. Le lundi matin, vers 7h30, je retourne au centre. Et là, il y a des membres de sa famille qui attendaient pour la voir. Et je disais, apparemment, elle va un petit peu mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir la voir. Il y avait un protocole qui permettait aux visiteurs d'apercevoir les patients avec une distance de 1 mètre. Il y avait 2 grillages en plastique qui séparaient, mais ça permettait d'avoir une communication. Et juste après avoir dit ce message positif, tout sourire, il y a une infirmière qui me tape sur l'épaule et elle me dit « non, en fait, elle n'a pas passé la nuit ». Et là, c'était dur. Je me disais que
C'était pas vraiment mon rôle d'annoncer ça à la famille. La psychologue de MSF qui était sur place a pris les choses en main. Elle a expliqué à la famille comment allaient se passer les funérailles, parce qu'on ne peut pas faire comme d'habitude, parce que c'est trop dangereux. La famille voulait que j'assiste aux funérailles. C'était l'occasion d'avoir l'histoire en entier, même si c'était pas ce que j'attendais. Je pensais que c'était aussi important de raconter que c'était des gens qui sortaient, mais aussi beaucoup de gens qui mouraient à l'époque. À cette période-là, il y a eu 11 000 morts, entre 2014 et 2016. Donc, évidemment, j'accepte de les accompagner et de faire quelques images. Entre-temps, le corps de Finda Marie est mis dans des sacs mortuaires, double sac. Mais MSF avait fait un protocole pour que la famille puisse voir une dernière fois au moins le visage de la personne défunte. Et donc, ils avaient posé comme ça le corps dans le sac mortuaire. Ils avaient ouvert la partie du visage en mettant des fleurs autour du visage. 4 membres de la famille pouvaient venir confirmer que c'était bien la bonne personne et qu'elle n'avait pas été maltraitée. Ça permettait d'éviter toutes les spéculations. C'est une région qui est propice aux rumeurs. C'est une maladie qui était connue en RDC, mais pas en Guinée-Conakry. Les symptômes sont des symptômes de paludisme, sauf que cette fois, on a un peu de fièvre et 3 jours après, on meurt. Donc les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. À l'époque, ce qui faisait peur, c'était aussi la rapidité avec laquelle on mourait. Le taux de mortalité était très élevé. On n'avait pas de médicaments, on n'avait pas de vaccin, on n'avait rien pour vraiment soigner. Ces personnes-là vont débarquer, des étrangers qui commencent à prendre en charge des gens. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Et donc là, ça laisse place à plein de rumeurs. En fait, ils font du trafic d'organes, on ne sait pas ce qu'ils fabriquent, on ne sait pas ce qui se passe avec les corps. Vu qu'ils n'avaient pas le droit d'accéder à l'intérieur du centre de traitement, les gens pensaient qu'on cachait des choses. Et donc ça a créé un climat de suspicion envers MSF et d'autres ONG. Une grande incompréhension, des réactions plutôt négatives et violentes parfois. Il y avait des véhicules de MSF qui se faisaient caillasser. Une suspicion aussi face au gouvernement qui lançait des messages de « il faut arrêter de manger le gibier chassé en forêt parce que ça c'est porteur de la maladie, etc. » C'était à tel point que dans des concessions, on cachait des malades. Donc il fallait revoir tout le protocole de sensibilisation. Au niveau physique, c'était très très exigeant. Je suis habillé comme les 2 infirmiers qu'on voit sur place, en full PPE, on appelle ça. Quand je m'habille, c'est un peu long et on a besoin d'être accompagné. Il y a toujours quelqu'un qui nous aide à voir si on a bien mis le masque, si tout est bien hermétique. Donc on a le temps de réfléchir. On se dit voilà, ça y est, là je mets la tenue, je vais rentrer dans la zone rouge, qu'est-ce qui va se passer? On est en Guinée forestière, il fait très 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 chaud, très très humide. Et on perd énormément d'eau quand on est à l'intérieur. Quand je prends la photo, je soulève mes bras et j'ai vraiment de l'eau qui dégoulinait tout le long du bras au bout de 10 minutes, sans parler du masque qui commence à être plein de buée, où on ne voit plus rien. Je vois à peine l'écran et je vois à peine le viseur. Les photos, je les devinais plus qu'autre chose. Je n'avais pas le droit de rester à l'intérieur plus de 45 minutes. À ce moment-là, je devais absolument sortir, me réhydrater. Mais à aucun moment, j'ai été inquiet ou j'ai eu peur. Je faisais confiance au personnel. En blaguant, un des WASH disait oui, de toute façon, la zone la plus propre de toute la région, c'est sûrement le centre de traitement. Il y avait aussi un travail de sensibilisation pour l'hygiène, pour le nettoyage des mains. Alors maintenant, évidemment, on connaît tout ça, mais moi, j'ai commencé à utiliser pour la première fois le gel hydroalcoolique quand j'ai couvert Ebola. Maintenant, on a tout ça dans notre sac. Il y avait des petits gestes un peu gênants et qu'il fallait absolument suivre. Même au sein de l'équipe, dans la maison d'accueil d'MSF, dans laquelle je logeais, on avait chacun une bouteille d'eau avec notre nom, personne partageait les verres, personne se touchait, tout était nettoyé au chlore. Ça créait quand même une tension assez importante. Et après, moi j'y suis resté un peu plus d'1 semaine, mais le personnel MSF restait sur place des mois et des mois. Cette histoire m'a tellement touché. On parle
d'une période de 3 jours, mais en si peu de temps, j'ai pas pu m'empêcher de m'attacher à cette personne-là. J'avais vraiment envie qu'elle s'en sorte. Je la voyais lutter. J'ai été choqué ensuite d'apprendre qu'elle n'avait pas passé la nuit. Et je me suis senti coupable de pas avoir été plus prudent. Peut-être que j'aurais pas dû, en tant que photographe, parler avec cette famille-là et leur donner de faux espoirs. Et cette histoire, elle reste encore ancrée en moi. Et c'est une des histoires les plus fortes que j'ai pu couvrir. À ce moment-là, Finda Marie, elle était plus anonyme.